Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu au même endroit. Bon visionnage! Et n'oublie pas de nous soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Pour l'instant, on a un crypto Fear and Greed qui est toujours dans l'extrême peur à 20, Social Index sur up mais pas complètement. On sent quand même que ça s'est vachement posé du côté des réseaux sociaux. Market Order Flow plutôt en recherche de vente. Alors le Bitcoin, du coup, on a notre zone de combat qui est matérialisée entre les 38 960 et les 32 900 $. Pourquoi je dis aussi que c'est une zone de combat? C'est surtout au niveau du volume aussi. On voit au niveau du volume acheteur, le volume acheteur diminue, le volume vendeur diminue. Donc quand les volumes des deux camps diminuent, on crée tout simplement un range ou une zone de combat. Le marché latéralise et on attend un réveil des deux camps. Ok, donc pour l'instant, les deux camps sont endormis et il n'y en a aucun qui a la main. Donc on est en train simplement de latéraliser. Et je pense qu'on attend aussi la direction du marché américain. Si la direction est baissière, les cryptos pourraient suivre. Si la direction est haussière, les cryptos pourraient suivre au nord. Dans ce cas-là, ok. Le scénario de ce style-là, donc range, ascendant, bullish, est envisageable, même si personnellement je suis bearish moyen terme, long terme. Je suis assez... on va se focus plutôt sur le court terme pendant pas mal de temps, jusqu'à ce que tout ça change avec des belles structures daily, weekly. RIP Diem, Facebook, entre parenthèses, Meta, enterre son projet de stablecoin. Un commentaire? Bah ça, c'est à moitié vrai. Oui. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce qu'en attendant, les gens peuvent s'envoyer des packs USD sur WhatsApp. Ah ouais? Donc, ouais, dans quelques pays d'Amérique latine, si je ne me trompe pas, et en bêta aux US. Vincent Gann qui nous met en avant les éléments techniques immédiats de surperformance d'un Ethereum contre Bitcoin qui est en train tout simplement de consolider sur la paire ETH-BTC dans un petit flag. Alors pour l'instant, c'est un flag qui est quasiment à plat, qui ne nous donne pas vraiment de directionnel. On va voir ce que ça va donner par la suite puisqu'en hebdomadaire, on a une dominance aussi d'Ethereum qui est autour de 18,30 sur le bas tout simplement de ce canal et on a une divergence haussière cachée si je dis pas de bêtises puisque j'ai tendance parfois à un peu m'emmêler les pinceaux dans les termes, mais je crois que c'est bien ça qu'on a ici affiché à l'écran. Alors, au niveau du biais, donc rappelez-vous le biais instit, EMA9, EMA18, très puissant qui peut vous aider simplement à analyser le momentum sans indicateur sans MACD, sans RSI si vous ne savez pas les utiliser. Juste les croisements sont assez intéressants. Quand on croise bearish, on a un momentum baissier, donc il y a de grandes chances de connaître un mouvement baissier. Et quand on croise bullish, il y a de grandes chances de connaître un mouvement haussier. Par exemple, le cross bullish est venu ici en octobre, on a eu donc quasiment 2 mois haussiers, enfin plus d'un mois. On était passé donc de 45, 47 à 68 000 $. Et là, on est toujours bearish. Quand on redeviendra bullish, donc quand l'EMA jaune passera au-dessus de l'EMA bleu, ça pourra traduire d'un nouveau momentum haussier. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc ça, je l'avais dit, c'est un indicateur très très simple, mais surveillez-le si vous êtes débutant, ça peut vraiment vous aider à bien timer vos entrées. En tout cas, à vous aider au timing de vos entrées. Au niveau Ishimoku, on est toujours en train de lutter dans la partie basse ici. Donc ça, c'est pas haussier. Vous voyez, c'est pas haussier, quoi. Déjà, en 12 heures, je fais la gueule quand c'est sous le nuage. Alors en weekly, alors n'en parlons pas, quoi. Autre chose aussi qui m'a dérangé, c'est vraiment le gros espoir qu'on a senti ce week-end. Il y avait vraiment beaucoup d'espoir. Maintenant, je dirais que si vous êtes du côté des boules, vous pouvez participer au combat. Et je dirais qu'une entrée dans cette zone-là, vous voyez les mèches, ça peut être très intéressant, moyen terme, long terme. 36 000, 32 000, c'est des bonnes entrées. Il y a du gros poisson qui défend ça. Comme vous avez vu, généralement ces mèches-là, c'est des signes de réversal long terme. Qui sait combien de temps on va se bastonner là-dedans sans pouvoir traverser. Donc pourquoi pas. Autre chose un peu négative, c'est ici, c'est le volume. Le volume qui fait que baisser et le prix qui monte, ça c'est pas bon. Quand on veut au minimum, c'est un volume qui reste stable, plus ou moins comme ça, d'accord, plus ou moins stable, mais pas qui baisse. Mais quand le volume descend comme ça et que le prix monte, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de personnes qui sont intéressées par acheter, et quand personne n'achète, c'est très bien ce qui se passe. Voilà, exemple historique avec ce pump ici. On a eu une grosse bougie, d'accord, une bougie plate, après c'était tout plat ici, après on remonte. Mais il n'y avait pas une sorte de baisse comme on a maintenant, d'accord. Là c'était plat, c'était neutral on va dire, et on est bien monté. Tout comme ici par exemple. Voilà, bougie bleue. On a fait une petite montée sur 3 jours, d'accord. Donc déjà là c'est bon. Depuis le bottom on faisait que monter, et là
Là, on fait que descendre en fait. Et ça, c'est pas bon. Avec Grégory Raymond et Groupe Carrefour qui se lancent dans le métaverse après l'acquisition d'une parcelle de terrain virtuel dans le jeu The Sandbox. Donc c'est complètement fou puisque on a des acteurs comme ça qui sont malgré tout des acteurs historiques en France de la grande distribution, mais pas que, puisque c'est pas non plus les premiers ni les derniers, et qui pour l'instant via son PDG Alexandre Bompard a déclaré premier pas pour Carrefour dans le métaverse. Donc je ne sais pas du tout ce qu'ils vont en faire, s'ils vont proposer des magasins virtuels, permettre notamment de faire de la publicité comme je vous disais à l'instant ou des démonstrations techniques, mais en tout cas ça fait suite à Adidas, Atari, Binance et bien d'autres qui sont déjà implantés dans The Sandbox. Pareil sur Bybit, actuellement le ratio short est au-dessus du ratio long, donc ce qui peut traduire dans un sentiment qui est quand même assez bearish depuis plusieurs jours. Donc c'est dans ces phases-là, on pourrait poser un bottom également en termes de psychologie, j'ai vu ça. Enfin, je vois ça aussi sur Twitter ou autre, mais je vois ça aussi au niveau des order books, sur ce qui est Coinbase, etc. Les gens s'attendent à ce que le Bitcoin aille sous 30 000 $, ou en tout cas, c'est les ordres d'achat qu'ils sont en train de programmer. Ici, on voit qu'il y a beaucoup d'ordres d'achat entre 33 et 28 000, et aussi entre 20 000 et vers les 25 000, et ensuite entre 21 et 18 000 $. Si les retails attendent pour acheter là-bas, la smart money ne peut pas acheter là-bas, parce que la smart money, elle a besoin de vendeurs. Et donc si les retails vendent ici pour acheter plus bas, la smart money elle est en train de racheter ce que les retails vendent ici, et donc le bottom se posera ici. Et tous ceux qui attendent pour acheter là vont devoir acheter plus haut, là où la smart money pourra leur redistribuer ce qu'ils ont acheté ici, plus haut là-bas par exemple. Bon, la faille sur OpenSea, 332 ETH dérobés. Ah ouais, c'est un truc de ouf ça. Hein. Ouais. C'est un truc de ouf. En plus, elle a l'air d'être toujours là. Hein. Elle n'a pas vraiment été corrigée. En gros, pour ceux qui n'ont pas suivi, ça j'ai suivi un peu. Sur OpenSea, quand on listait, si vous avez listé un truc, par exemple, mettons il y a 2 mois, vous avez listé un pain qui a à 30 Ethers quand c'était beaucoup plus bas. Et là, récemment, vous l'avez délisté, vous l'avez relisté à 120 Ethers. C'est toujours possible, pas via le front-end, pas via l'interface d'OpenSea, mais via les API, d'aller matcher avec votre ancienne offre. Je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce que le hacker a fait certaines personnes, pour économiser du gaz, sur OpenSea, pour enlever un listing, on paye du gaz. Ça fait chier. Et il y a une fonction apparemment qui est plus gas efficient, qui consiste juste à prendre un NFT qui est sur une adresse et à l'envoyer sur une autre. Et il s'avère que, from a user perspective, tu ne vois plus le listing. Sauf qu'en fait, sur le côté contrat sur OpenSea, le listing est toujours actif. Dans tous les cas, quand le Bitcoin se pète la gueule, les alts encore plus, donc on privilégie tout ce qui est bear sur les alts. On peut trader sur les alts, mais plutôt ce qui est bear, puisque quand le Bitcoin monte, les alts montent aussi, ou bien descendent, d'accord. Par contre, quand le Bitcoin se pète la gueule, la majorité, 90% des alts se pètent aussi la gueule. Donc c'est beaucoup plus simple de trader des alts en tendance baissière et parier la baisse que de parier la hausse en tendance baissière, ce qui est limite suicidaire sur des alts. Et toi, tu es bière ou tu es boule? Dis-nous en commentaire.